BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est 12h15. Alors Fukushima, beaucoup de choses ont déjà été dites 10 ans après Fukushima, mais on va continuer à en parler parce que c'est le jour J. C'est aujourd'hui qu'on a commémoré le 10e anniversaire de cette catastrophe du côté du Japon. On va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes du sujet en France, Dominique Louis. Bonjour. Bonjour. Merci, Guillaume. PDG d'Assystem, groupe d'ingénierie, spécialisé. Alors au service du nucléaire, mais pas que. Vous êtes dans de nombreux secteurs. La transition énergétique. La transition énergétique. C'est vrai que le gros de l'activité aujourd'hui est plutôt autour du nucléaire, compte tenu de notre histoire. Et vous continuez à accélérer, à accompagner celles et ceux qui veulent se lancer dans le nucléaire. Absolument. On va en dire un petit mot, sur toute la planète. Sur toute la planète. Il y a des projets. Mais bien sûr, mais justement, on va en parler avec vous et avec Mathieu Pechberti qui reste avec nous. Bonjour Mathieu. Mathieu, bonjour. Le nucléaire, alors 10% du mix énergétique, le nucléaire c'est 10% du mix énergétique de la planète. On était à peu près au même niveau après juste avant Fukushima. Juste avant Fukushima, ouais. Oui. Est-ce que la question que je vais vous poser d'entrée de jeu, c'est juste après la catastrophe, les jours, les semaines qui suivent, où on décrit le nucléaire, est-ce que vous vous dites c'est le chant du cygne du nucléaire ou qu'est-ce que vous dites? Non, parce que, mais ça correspond à mes convictions profondes, c'est que je suis convaincu que le réchauffement climatique est un vrai danger pour la planète et à court terme. Et donc, lorsqu'on regarde les solutions efficaces, lorsqu'on voit que la production d'électricité, c'est 40% des rejets de carbone, on se dit il faut trouver des solutions extrêmement efficaces sur la production d'électricité, sans remettre en cause notre modèle de vie. Quand vous avez dit ça, vous dites il y a 4 énergies possibles, il y a l'hydraulique, le nucléaire, l'éolien et le solaire. Les deux dernières ayant un inconvénient, c'est l'intermittence. Oui. Et plus on avance, plus on voit que l'intermittence est un problème qui empêchera une solution massive avec les renouvelables. Mais il fallait pouvoir lutter contre, le choc des images de l'époque. Les peurs que Fukushima a réveillées 30-40 ans après Tchernobyl. Voilà. Alors, et ces catastrophes dont on nous répète qu'elles sont encore tout à fait imaginables, possibles. Il se trouve que moi, je suis allé à Fukushima en 2019. Ouais, voilà. Ça, ouais. Et donc, moi, surtout, ce qui m'a frappé, c'est les cicatrices, les stigmates du tsunami. En particulier, j'ai en tête une image d'un bâtiment qui est une école. Je crois que c'est une image qui a été vue à plusieurs endroits. Tout est rasé, tout a disparu autour. Et vous avez des japonaises, des dames qui sont là, qui vous expliquent, qui ont des photos de la catastrophe et qui vous expliquent que les enfants ont couru, et puis on voit derrière l'école, effectivement, des collines. Donc voilà les images avec lesquelles je reviens. Après, sur le nucléaire, moi, quand j'y suis allé, déjà... tout avait été, en dehors du site de la centrale, tout avait été décontaminé. Donc, le Japon va lancer les tranches, le Japon ne renonce pas au nucléaire. Ils n'ont pas d'alternative. Coincés entre le fait qu'ils n'ont pas de source d'énergie, qu'ils doivent décarboner, il n'y a pas le choix. Et quand même, aujourd'hui, on voit, si on prend par exemple l'analyse de Fukushima quand même, bien sûr qu'on dit toujours ça, mais c'était totalement évitable. C'est un problème de gouvernance, Fukushima. Et voilà pourquoi un scénario comme Fukushima en France, en Allemagne, aux États-Unis, n'est pas possible. La fameuse digue qui était à 6 mètres de hauteur, elle avait été pointée du doigt par l'autorité de sûreté japonaise en disant elle est passée haute. L'autorité de sûreté japonaise avait dit également vous devriez avoir des systèmes pour piéger l'hydrogène en cas d'accident. Simplement, l'autorité de sûreté japonaise, je dirais, elle est un peu comme la Cour des comptes en France, quoi. Elle peut pointer du doigt, elle n'a pas de pouvoir. Je peux vous dire que l'ASN en France, c'est pas ça. En 2017, l'ASN a fait arrêter les 4 réacteurs de Tricastin sur des sujets de digues le long du canal du Rhône. Donc, Mathieu Pechberti, oui, il veut dire un mot, peut-être intervenir sur ça. Non, mais effectivement, ce qui est important de dire, c'est que la situation en France, en tout cas, je ne sais pas si elle est différente de celle du Japon, que je ne connais pas assez, mais l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, effectivement, est une autorité qui a déjà montré par le passé qu'elle dit ce qu'elle veut. Ce qu'on a quand même découvert, ce qui était quand même une bonne chose, alors surtout nous, de notre point de vue de médias, c'est que Fukushima a quand même permis un peu de libérer les langues, et notamment celle de l'ASN, qui était une autorité qui a toujours été plutôt discrète dans une industrie qui était plutôt dans l'entre-soi depuis plusieurs décennies. C'était comme ça, c'était la culture. Donc on a découvert, le grand public a découvert quand même certains enjeux de sûreté, le coût d'abord, évidemment les conséquences en termes de sûreté du nucléaire, et ça c'était assez nouveau. Et puis évidemment il y a eu toutes les conséquences en termes de sûreté sur le parc nucléaire français, ce qu'on appelle
dans l'industrie nucléaire le grand carénage, c'est-à-dire en gros la grande restauration, des réacteurs. La grande faiblesse à Fukushima, c'est clairement les diesels de secours qui ont été noyés. Oui. Un réacteur nucléaire, tant que vous pouvez faire tourner les pompes et le refroidir, il n'y a pas de problème. Enfin, les problèmes sont bien confinés. Le problème, c'est que vous avez un ultime secours avec des diesels, et les diesels ont été sous l'eau. Donc ça, c'est le grand enseignement pour toute la planète, c'est de bunkeriser les diesels pour être sûr que les diesels puissent alimenter en cas d'incident grave. Vous me dites, le nucléaire a de l'avenir parce qu'il faut respecter les objectifs environnementaux, parce que la croissance de la population va être exponentielle dans les prochaines années, le doublement de la consommation d'énergie d'ici 2050. Au niveau mondial, en électricité, la France, 50%. Et pourquoi c'est un avenir ? Parce que les réacteurs de troisième génération type EPR ont atteint un niveau de sécurité, de sûreté intrinsèque qu'on n'imagine pas. Quand tout le monde dit effectivement, on n'arrive pas à faire... Mais le niveau de sûreté... Si vous voulez, il se trouve que les jours après où je suis allé à Fukushima, je suis allé à Taishan. Et j'ai vu ces deux EPR, le premier en Chine, en Chine où il y a les deux EPR, et qui aujourd'hui tournent comme des montres. Et la grande évolution de la troisième génération, c'est le fait que l'accident le plus grave, qui est la fonte du cœur, ça ne peut pas exploser un réacteur nucléaire. Par conception, par les lois de la physique, ça ne peut pas exploser. Par contre, ce qui se passe, c'est que le cœur peut fondre s'il est plus refroidi, et l'eau se décompose, il y a de l'hydrogène, et les explosions qu'on a vues à Fukushima qui ont impressionné tout le monde, c'est l'hydrogène qui se recombine pour faire de l'eau. Mais il y a aucune technologie de réacteur aujourd'hui qui risque l'explosion. Vous risquez la fonte. Et aujourd'hui, en Gen 3, vous avez un système qui fait que s'il y a la fonte du réacteur, du cœur, comme à Fukushima, ça reste à l'intérieur du bâtiment. C'est la grande évolution. Est-ce qu'il faut comprendre que l'avenir, il y a un avenir pour un nucléaire, mais un nucléaire dont les coûts de production seront plus élevés parce que plus sécurisés, mais qui sera de toute façon de plus en plus concurrencé par les renouvelables, qui ne sont pas une alternative, mais qui feront partie du mix. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, sur les sujets, vous allez peut-être me trouver sévère avec les renouvelables, mais il se trouve que on vient de lancer la construction du parc Calvados, au large de 60 éoliennes de 8 mégawatts. C'est ça, Donc moi j'ai vu deux chiffres dans la presse. Investissement de 2 milliards, 480 mégawatts électriques éoliens qui équivaut, disons, à 240 nucléaires ou fossiles, puisqu'en gros on considère que ça peut fonctionner pas loin de 4000 heures, ce qui fait 2 milliards 240 mégawatts nucléaires. Vous multipliez ces deux chiffres par 7, vous avez 14 milliards pour la puissance d'un EPR. Premier chiffre. Deuxième chiffre, simplement, un parc éolien, il est construit pour 20 ans. Donc, si vous mettez un EPR en face qui, lui, va fonctionner 60 ans, il faut multiplier par 3. Donc, vos 14 milliards, vous multipliez par 3, ça fait 42 milliards. Donc, même si dans l'EPR, il faut rajouter le coût du combustible, le coût du démantèlement, parce que c'est vrai que l'éolien, une fois que c'est construit, il n'y a quasiment pas de coût. On ne sait pas la problématique de la maintenance, on ne sait pas... Donc si vous voulez, c'est de plus en plus compétitif, mais le nucléaire, même le nouveau nucléaire, garde une longueur d'avance sur le coût du kilowattheure in fine. Le coût global, parce qu'aujourd'hui, on nous cite trop souvent des chiffres qui correspondent un peu, l'exemple que je donne, c'est un peu l'énorme UTAC pour la voiture, si vous voulez. C'est-à-dire, on vous dit, vous achetez une voiture, vous voyez, sa consommation, c'est 2 à 3 litres. Bon. Puis vous achetez la voiture, vous faites 7 litres. Les chiffres qui sont souvent avancés autour du renouvelable n'intègrent pas tous ces coûts-là. Donc il faut garder une place pour le nucléaire. Le nucléaire aura une place. Alors il y a match entre le nucléaire et les renouvelables. Et puis, Mathieu, vous vouliez soulever un point, le match qui oppose aujourd'hui encore le nucléaire au gaz, notamment, qui est dans l'actualité. Mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que alors nous, on a une vision un peu franco-française, et lui essaye de nous apporter cette vision un peu plus internationale. Clairement, quand même, le nucléaire en Europe, en tout cas en Europe occidentale, a reculé depuis Fukushima. C'est 25% du mix en Europe, le nucléaire. Les Pays-Bas aussi, les Belges viennent de l'annoncer. Les Belges, c'est intéressant ce cas belge, parce que c'est un petit pays, nos voisins, mais... C'est une histoire belge. Alors c'est peut-être une histoire belge, non mais... C'est un gouvernement de coalition avec des écologistes qui ont acté la fin du nucléaire en Belgique pour le remplacer pendant une vingtaine d'années, l'idée de la transition énergétique par du gaz. Vous voyez des grands groupes français, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui était chez nous en début de semaine. Alors lui, évidemment, il prêche pour sa paroisse, puisqu'il est pétrolier et gazier. Mais il dit, nous, on ne va pas investir dans le nucléaire, et donc on va faire du gaz pour la transition énergétique. La question du nucléaire, qui est quand même soulevée ici, c'est évidemment son coût et sa durée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les États
hésitent à investir, puisque vous investissez en réalité sur un siècle. Oui. Le temps de prendre la décision, de construction pendant 10 ans, d'exploitation pendant 60 ans et de démantèlement dit des constructions pendant une vingtaine d'années, vous êtes à 90 ans. Et on parle même pas des déchets, parce que c'est le saut, saut dans l'inconnu, les déchets. Oui. Sur les coûts. Non, mais sur les coûts, il y a quand même un grand point d'interrogation aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour évidemment une entreprise et même un État de se projeter là-dedans. Et certains donc font le choix entre guillemets plus facile de choisir des transitions avec du gaz. Mais le choix du gaz, il y a match pour vous, Dominique? Non, mais il est rationnel, le choix du gaz, pour certains. Aujourd'hui, je crois que le charbon reste l'énergie fossile la plus utilisée pour faire l'électricité. Prenons au hasard l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, a des centrales à charbon, a des centrales nucléaires, développe de façon intensive, c'est vrai, du renouvelable avec de l'éolien, et voit bien que de toute façon, ça passera pas. Alors, le choix rationnel, c'est de dire finalement, quand je vais arrêter mon charbon, je vais le remplacer par de l'éolien, donc un investissement lourd, c'est très très lourd l'éolien, plus lourd que le nucléaire, et donc il faut le faire tourner le plus possible. Le gaz, l'avantage, c'est qu'une centrale à gaz, ça coûte pas grand-chose à construire, ça ne consomme rien tant que vous brûlez pas de gaz, donc vous avez une cohérence entre dire mon nouveau modèle, ça va être du gaz et des éoliennes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Allemands vont se raccorder au Nord Stream 2, le gaz russe. Le seul sujet, c'est que vous faites ça, vous descendez vos émissions de CO2, mais l'objectif zéro carbone, il est inatteignable. Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour maîtriser l'intermittence des renouvelables et délivrer et garantir aux consommateurs l'électricité. Et il y a un enjeu colossal, parce que comme on décarbone, on veut utiliser de plus en plus l'électricité. Donc on doit sécuriser cette fourniture d'électricité. Donc c'est de l'hydraulique, c'est du nucléaire et c'est du gaz. Et je pense que le gaz restera encore pendant longtemps la première source d'énergie de la planète. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens qui font ça sont rationnels, je le comprends, c'est normal. Mais quand vous êtes dans la situation française, vous avez déjà complètement décarboné votre électricité, c'est la moins chère d'Europe, 2 fois moins chère qu'en Allemagne, elle rejette rien, la marge de manœuvre, elle est très faible. Il nous reste 2 minutes, Dominique Louis. À celles et ceux que vous accompagnez justement dans des projets de construction de centrales nucléaires à travers le monde, vous leur dites quoi? Que le futur nucléaire, ça sera quoi? Ça sera quoi le futur nucléaire? Ça sera des réacteurs plus petits, plus sécurisés? Ça sera quoi exactement? Alors, plus sécurisé, oui, parce que ça doit rester la logique. Parce que si on fait des réacteurs, si demain il y a des réacteurs plus petits qui apparaissent, j'attends de voir, c'est pourquoi on les fait plus petits. Parce qu'on veut pouvoir, j'allais dire, les rapprocher des villes. Donc il faudra qu'ils soient encore plus sûrs. La stratégie française, elle avait sa cohérence, c'est de dire on a aujourd'hui un certain nombre de centrales en France, on va faire des réacteurs extrêmement puissants qu'on va mettre sur les sites existants, on n'a aucun investissement à faire sur le réseau, parce que sur le renouvelable, on n'a pas le temps d'en parler, mais les problématiques de réseau sont pas sous contrôle. Je vous renvoie au rapport de l'AIE et de RTE, où certains ils voient le triomphe du renouvelable. Moi, j'y vois surtout l'impossibilité économique et technique du renouvelable dans les 30 ans qui viennent. Et aujourd'hui, il faut décider pour 2050. C'est ça. Donc l'avenir les gens qui veulent faire du nucléaire, regardez les Polonais, ils vont basculer du charbon au nucléaire. Les Finlandais, petit pays, plutôt proche de la nature, plutôt écolo. Avec des élus écolos qui sont OK pour augmenter la croissance. Mais bien sûr, et vous avez beaucoup d'écologistes aux États-Unis maintenant qui commencent à dire mais il faut réintégrer le nucléaire compte tenu de l'urgence. Si vous voulez, la biomasse par exemple, je trouve que c'est pas normal qu'on considère que la biomasse sévère, parce que compte tenu de l'urgence aujourd'hui, je schématise, vous coupez un arbre, vous le brûlez. Ok, on dit on le replante, simplement il va être à la taille d'avant dans 30 ans. Mais dans 30 ans, c'est trop tard. Donc la biomasse en situation d'urgence comme aujourd'hui, c'est pas une solution verte. 30 secondes à peine, ça c'est une question sans réponse. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est 10% du mix énergétique. Dans 10 ans, 20 ans, c'est combien pour vous ? Je sais pas, mais je dirais si on atteignait 15, si vous voulez, après on va tomber sur un problème, c'est la capacité des industriels. On est quand même dans de l'autre technologie, l'industrie lourde. L'AIE, dans un de ses rapports, dit qu'il faudrait multiplier par 5 le parc de réacteurs. En gros, il y en a à peu près 400 en fonctionnement, il faudrait aller à 2000.
quand vous voyez quand même les difficultés pour les concevoir, toutes les logiques et comment on va les financer, si on atteint 15%, c'est probablement parce que la pression encore du climat va être de plus en plus forte, et à ce moment-là, on fera les efforts qu'il faut pour le financer. Mais on ira, c'est vrai, pas au-delà. Mais c'est les 15% qui peuvent faire qu'on dépassera pas les 2 degrés ou les 2,5 degrés. Mais il y aura donc un avenir pour le nucléaire. C'était l'objet de cette discussion, incontestablement. Merci beaucoup, Dominique Louis. Merci de venir nous voir, le PDG du groupe Assystem avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pechberti également, qui suit ces questions pour nous au quotidien.